La fonction publique territoriale est un sujet très intéressant parce que c'est un champ de contradiction entre le national et le local, entre la fonction et le métier, entre deux légitimités, celle de l'élu, celle du fonctionnaire. Bien d'autres contradictions encore, mais pour ma part, j'ai la philosophie que la contradiction, c'est la vie, et donc je ne m'en plains pas. Le problème, c'est de l'affronter, bien sûr. On ne peut pas se plaindre non plus que la fonction publique, et notamment la fonction publique territoriale, soit au premier rang de l'actualité. Les discours en général développés à ce sujet sont affligeants, car ils ne reposent sur aucune réflexion véritablement scientifique et sont le plus souvent des discours de démagogie. Il faut donc mettre la raison et la démocratie de son côté. Je voudrais très rapidement donner quelques rapports sur l'histoire de la fonction publique, notamment territoriale, puis ensuite dire sur la base de quels principes le statut actuellement en vigueur a été élaboré à l'origine, et enfin peut-être quelques mots sur des perspectives esquissées. Quelle était la situation en 1983 ? 800 000 agents publics territoriaux, 130 emplois types et des centaines d'autres emplois assez indéterminés. Un grand désordre, une certaine précarité, peu de mobilité. Voilà quelle était la situation. Et la construction statutaire qui a été entreprise alors a porté sur l'ensemble des agents publics qu'on a voulu retenir dans cette nouvelle élaboration. La conception statutaire d'aujourd'hui, elle repose en fait sur 4 choix successifs. Premier choix, le choix du fonctionnaire citoyen, opposé au fonctionnaire sujet, qui obéit aux ordres et qui est régi par le principe hiérarchique. Nous avons voulu d'entrée mettre l'accent sur le fait que ce qui devait guider le fonctionnement du service public, ça n'était pas l'obéissance aux ordres, ça n'était pas la soumission, c'était la responsabilité de tous les fonctionnaires à quelque niveau qu'ils se situent. Deuxième choix, le choix du système de la carrière. Et c'est là que les choses étaient les plus difficiles à trancher, car le président François Mitterrand, en 1981, avait donné à la décentralisation une première priorité, chargé le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Defferre, d'élaborer une loi de décentralisation qu'on a appelée ensuite l'acte 1 de la décentralisation. Gaston Defferre a prévu très rapidement qu'il fallait renforcer les garanties statutaires des fonctionnaires territoriaux. Mais dès lors, ça a posé au ministre de la fonction publique que j'étais alors la question, mais quel type de fonction publique veut Gaston Defferre ? Et s'il s'agit seulement pour lui, ce qu'il nous a confirmé, de renforcer les garanties statutaires du livre 4 du Code des communes, il consacrait par là une fonction publique d'emploi associée à la notion de métier, et donc il différenciait fortement par rapport à la fonction publique de l'État, qui était une fonction publique de carrière, gérée sur l'ensemble d'une vie professionnelle, et donc protégée par la garantie d'emploi sur l'ensemble de cette vie professionnelle. Dès lors, j'ai demandé au Premier ministre d'intervenir dès le début de la discussion sur la loi de décentralisation qui deviendra la loi du 2 mars 82, et pour dire qu'il fallait le même système de carrière pour l'ensemble des fonctionnaires à venir. Troisième choix consistait à trouver le bon équilibre entre deux principes contradictoires de la Constitution, le principe d'unité de la République et le principe de libre administration des collectivités territoriales. Autrement dit, l'article 1er contre l'article 72. Quatrième choix, c'est un choix que j'ai défendu peut-être un peu tout seul, mais j'ai toujours eu la conviction que ça n'était pas par une architecture législative aussi satisfaisante soit-elle, et elle l'était pour nous, que l'on assurait la pérennité de cette construction, mais en la fondant sur des principes et des principes ancrés dans l'histoire. Voilà les 4 principes sur lesquels nous nous sommes fondés et qui expliquent largement le débat au fond qui doit avoir lieu sur la fonction publique en tout temps.
Ce statut a évolué. D'abord, 32 ou 33 ans après, il est toujours là. Alors que François Mitterrand avait, lorsque le titre 4 est passé en Conseil des ministres, dit « Ces lois sont trop lourdes, mais fort heureusement, elles n'auront pas une longue durée de vie ». Ça fait donc assez longtemps qu'elles durent. Certes, elles ont été très modifiées, très souvent dénaturées. 225 modifications en 30 ans, dont 84 concernant la fonction publique territoriale, qui a été ainsi désignée comme maillon faible, si on veut, en tout cas cible des attaques. Moyen de revenir en arrière vers une fonction publique d'emploi. Alors, dans ces conditions, sur la base de cette histoire, établie sur ces principes, tirant l'enseignement de l'évolution, quelle perspective? D'abord, à court terme, personnellement, je pense qu'il faudrait, dit de manière triviale, faire le ménage. Il y a des modifications du statut qui ont été justifiées et d'autres qui sont des dénaturations. On voudrait nous persuader que le libéralisme, c'est l'horizon indépassable du siècle qui commence et que le management serait la forme achevée de la citoyenneté aujourd'hui. Je crois qu'il n'en est rien. Je crois au contraire qu'on va dans un monde où vont se multiplier les interdépendances. On veut voir se multiplier les coopérations, les interconnexions, les solidarités. Eh bien, tous ces mots en France ont un résumé, c'est le service public. Ce qui veut dire que les agents du service public, les fonctionnaires, ont toutes les raisons de penser que le monde qui s'ouvre sera un monde où ils auront une place de premier rang à jouer et où leur responsabilité qui fonde leur statut sera leur principale qualité pour changer le monde et le faire avancer dans un sens à la fois démocratique et efficace. Voilà, je crois, une démarche qui laisse penser aux fonctionnaires que l'avenir véritablement leur appartient et que le XXIe siècle peut être vraiment l'âge d'or du service public. Merci, Monsieur le Ministre. Les administrateurs territoriaux, vous avez l'angle. Moi, je vais peut-être parler du statut de notre point de vue, parce que je pense que notre particularité, c'est aussi avoir un recul. Et notre association, qui regroupe 1000 collègues dans toute la France, elle dit quoi? Elle y réfléchit, puisque nous allons contribuer à des propositions que nous formulerons auprès des candidats à nos prochaines élections présidentielles, parce qu'il faut contribuer si on veut être entendu. Le statut, c'est quoi? C'est aujourd'hui un outil pour des agents publics au service des concitoyens. Voilà. Et le statut doit nous permettre cette capacité d'adaptation. Nous avons un statut qui est extrêmement compliqué, qui de plus en plus est rentré dans des structures et des élaborations, des précisions incroyables. Tout ça peut-être pour voir que certains maintenant ne raisonnent plus sur l'adaptation, mais sur la suppression. Donc nous aurons à gagner dans la pérennité sur notre statut si nous arrivons à l'adapter et le rendre agile, et donc peut-être lui faire peut-être un petit régime, de manière à ce qu'il puisse permettre de poser des principes et de laisser une latitude pour gérer au quotidien. Voilà une des premières propositions, en tous les cas, que nous proposons. Et puis nous proposons aussi de laisser de l'espace au cadre que nous sommes responsables. Quand je dis redonner de la capacité au cadre que nous sommes, c'est quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je veux faire passer d'un métier, d'un emploi, un agent à un autre, il me faut 3 mois. En face, nous avons des usagers. Les usagers, ils n'attendent pas 3 mois que le service s'adapte. C'est ça qu'il faut que nous fassions évoluer. Pas jeter le bébé avec l'eau du bain, surtout pas, mais faire évoluer ces complexités de fonctionnement. Et puis, je vais juste donner ce qui est de notre corps, en tous les cas de notre cadre d'emploi, des cadres supérieurs de la fonction publique territoriale. Nous revendiquons plus de territoriaux de la fonction publique de l'État. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je le dis et on est entre nous, les textes que l'État produit et le législateur, et tout le respect que j'ai auprès du législateur, immense,
Ils sont juste furieux. Parce que s'ils sont complets, ils sont compliqués, voire même parfois paradoxaux. Et s'ils ne sont pas complets, il y a des espaces de vide extrêmement importants qui font qu'on ne sait pas ou on n'arrive pas à les appliquer. Voire, et c'est le pire, ce n'est pas le législateur qui décide, mais c'est une instruction ministérielle qui donne des cadres, du cadre en tous les cas, au service de l'État pour dire aux collectivités ce qu'elles doivent faire ou pas faire. Nous, ce que nous prônons en tous les cas comme cadre supérieur à la fonction publique territoriale, c'est de dire si l'État, ici dans les ministères, il y a un peu plus de terrain, et inversement, si nous accueillons un peu plus de nos collègues de l'État, ce qui est déjà le cas pour partie, eh bien nous arriverons à faire évoluer, en tous les cas, à la fois le service public et à la fois aussi le statut, en fonction des réalités. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu. D'abord, on en a parlé à plusieurs reprises, mais je reviens sur l'actualité, puisque c'est un thème d'actualité. Toutes les critiques que l'on peut rencontrer autour du statut, du rôle des fonctionnaires, qu'ils soient territoriaux, hospitaliers ou d'État, et le ministre l'a dit, la démagogie, le manque de précision qui entoure ces débats, ce qu'on appelle trivialement le fonctionnaire bashing. Voilà. Alors les agents, ils ont eu tendance à être stigmatisés, la plupart du temps via des clichés, sur des thèmes qui existent, qui méritent d'être traités, comme je livre à tout hasard l'absentéisme, le temps de travail. La prise en compte de l'insuffisance professionnelle. Ce sont certainement des thèmes à traiter, mais pas en corrélation avec la diminution des effectifs ou la stigmatisation des agents territoriaux. Souvent, les agents ont été aussi assimilés à des nantis. Alors, il faut rappeler quand même que 70% des agents territoriaux, très majoritairement en catégorie C, gagnent moins de 1,2 fois le SMIC, et que même on peut considérer, via les différentes études qui ont été faites au plan national, que se développent chez les statutaires et chez les contractuels différentes formes de précarité, qu'elles soient économiques ou juridiques, ou qu'elles se cumulent. Pour en venir au sujet du jour, ces critiques virulentes, elles ont concerné également le statut. Ce statut, on l'a assimilé à quelque chose de trop rigide, à de la rigidité, en des périodes, c'est vrai, où il y a une raréfaction des ressources publiques et où toutes les collectivités cherchent à économiser sur les charges de fonctionnement et en particulier sur la masse salariale. On a également associé ce statut à ce qu'on entend souvent sur toutes les ondes, l'emploi à vie, alors que juridiquement, c'est faux. On est bien dans un système de carrière, comme l'a dit le ministre, mais il n'existe pas d'emploi à vie, puisque justement est prévu dans le statut des sanctions qui vont jusqu'à la révocation. Puis dernièrement, on a même eu des distinctions, ça c'est assez nouveau, entre les bons et les mauvais fonctionnaires. Donc on voit bien qu'on est là aussi sur des raccourcis. Alors pour autant, il faut dire que le statut en soi n'est pas une nécessité. Comme tous les textes juridiques, c'est un outil, et donc il n'est pas sacralisé, il peut être modifié, il pourrait même être supprimé le cas échéant. Ce que je voudrais ajouter, c'est que derrière cette écume-là, il y a des mouvements de fond qui sont plus juridiques et plus politiques, et qui en fait tiennent à la montée de théories libérales au plan européen. Des projets libéraux de refondation de la fonction publique qu'on a vu se dessiner à travers les rapports Silicani, les rapports Pochard, etc. Et puis aussi d'autres items comme le modèle de la nouvelle gestion publique et l'influence du droit européen, accompagné d'une volonté de privatisation qui ne s'inscrit pas seulement dans un cadre juridique, mais qui concerne aussi l'état sociopolitique du fonctionnaire. Donc il faut en effet sortir d'une caricature qui assimile uniquement le statut à une défense des droits et à un certain corporatisme, alors que derrière le statut, il y a aussi une logique de devoir, d'obligation, d'engagement envers le service public. Donc pour vraiment conclure, je pense qu'il faut retenir deux choses. Les gestionnaires RH ont besoin aujourd'hui d'abord, ça a été dit, de stabilité. De stabilité parce qu'ils passent leur temps à courir après les lois et les règlements, à appliquer le PPCR, à appliquer l'APFR, à appliquer le RIFSEP qui demain sera remplacé par un autre régime, etc. Donc on a besoin de stabilité pour gérer rationnellement
et pour avoir du recul sur les mesures qui sont prises au sein de la fonction publique territoriale. Et puis enfin, on a besoin de mesures ciblées qui ont déjà été identifiées par toute une série de rapports, rapport Pêcheur en 2014, rapport Laurent en 2016, de Philippe Laurent en 2016 sur le temps de travail, et puis aussi plus dernièrement le livre blanc du Conseil supérieur, là aussi présidé par Philippe Laurent qui est un Lot-et-Garonnais. Donc ces réformes, elles sont connues et j'en citerai juste quelques-unes pour ouvrir le débat, certaines d'ailleurs étant portées par la Fédération nationale des centres de gestion, par exemple la mise en place d'une médecine de contrôle des arrêts maladie, la mise en place d'un congé de reclassement, l'instauration d'un entretien de bilan de carrière, ou encore, plutôt du côté du Conseil supérieur, toute la logique de portabilité des droits dans un contexte de reconfiguration des territoires. Et puis éventuellement, également, tout ce qui concerne les logiques d'inaptitude et de licenciement, puisque, je l'ai dit tout à l'heure, elles existent dans le statut, mais uniquement en théorie. Donc, est-ce que ça veut dire qu'elles doivent être réformées pour être utilisées ou alors supprimées du statut? Voilà, j'en ai terminé. Bon, je dirige un syndicat à compétences collecte partiellement sur le département de la Dordogne, mais surtout traitement. Et on m'a demandé de parler de l'évolution des métiers dans la fonction publique territoriale. Donc évidemment, je centrerai mon propos sur l'activité des déchets. Et moi, j'ai retenu 3 facteurs qui contribuent aujourd'hui à faire beaucoup évoluer nos métiers. Le premier facteur, il a été en partie abordé, c'est d'abord un facteur financier, puisque c'est répandu l'idée un peu générale selon laquelle la sphère publique vit depuis un certain temps à crédit. Autant dans un premier temps, l'effort d'économie qui a été fait par les élus locaux s'est porté un peu rapidement, on va dire, sur l'investissement. Autant maintenant, je pense qu'on rentre dans une deuxième phase sur laquelle les élus ont parfaitement compris que la baisse des dotations de l'État serait durable. Et on est en train de regarder de façon un peu plus pressante et un peu plus directe les économies qui peuvent être dégagées, en particulier sur la masse salariale. Le deuxième facteur que j'ai retenu, il en a été un peu question tout à l'heure aussi, c'est un facteur un peu sociétal, c'est-à-dire que l'attente que les habitants ont de l'action des collectivités territoriales s'est considérablement modifiée dans ces dernières années. Et aujourd'hui, beaucoup d'habitants considèrent que la collectivité leur doit un certain nombre de services. Et le niveau d'attente des habitants par rapport à ces services s'est considérablement augmenté. Et le troisième facteur que je voudrais souligner, c'est un facteur un peu plus intrinsèque, qui est lié à l'évolution des techniques. Pour moi, c'est plutôt tout ce qui est lié à la géolocalisation et aux capacités de traitement de l'information qui est en mesure de faire évoluer nos métiers. Et il y a un dernier point sur la partie technique qu'il ne faut pas négliger non plus et sur lequel je vais centrer mon propos, qui est l'évolution de la robotisation. Aujourd'hui, on a une évolution qui est tout à fait fondamentale et qui consiste à dire que d'abord, le déchet devient un produit, c'est-à-dire qu'il a une certaine valeur, et que derrière, ce produit peut être générateur de croissance, d'où l'explosion des métiers dits de la croissance verte. Et d'autre part, qu'on va chercher à appliquer dans ce secteur d'activité-là le principe pollueur-payeur, et on va chercher à responsabiliser chaque habitant sur les déchets qu'il produit. Or, à partir du moment où vous commencez à mettre en place cette tarification incitative et où vous commencez à faire payer les gens pour les déchets qu'ils produisent, eh bien vous constatez que les quantités de déchets baissent énormément. Donc ça va amener évidemment à avoir un regard aussi sur le service qui est proposé, puisque si vous faites circuler un camion toutes les semaines pour collecter même pas un bac sur 4, ça commence à poser des problèmes en termes de coûts. Donc on va diminuer les fréquences et on va être amené à développer des outils qui vont coûter moins cher en collecte, et notamment des bennes robotisées. En gros, c'est un camion de collecte avec un châssis tout à fait normal, mais qui est équipé d'une pince latérale robotisée qui permet au chauffeur qui est dans sa cabine de saisir le bac et de le charger dans le camion sans nécessiter la présence de rippers à l'arrière du camion. Donc là où vous aviez un camion qui passait en porte-à-porte avec un chauffeur et 2 rippers,
vous allez avoir un seul chauffeur qui va pouvoir faire la totalité de la prestation. Et non seulement il va pouvoir faire la totalité de la prestation, mais comme en plus vous avez moins de contraintes en termes d'organisation, vous allez pouvoir mettre ce camion en 2 postes, faire une tournée le matin, une tournée l'après-midi, et donc vous n'allez pas supprimer un, mais 2 équipages. Bon. Et donc vous allez devoir reclasser un certain nombre d'agents, les former à des nouveaux métiers, et essayer de les employer sur des métiers sur lesquels vous avez plus d'utilité et plus d'avenir pour eux. Les collectivités territoriales n'ont pas beaucoup investi pendant des années sur la formation. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui on est obligé de réinvestir massivement dans de la formation et de la formation un peu lourde pour réussir à transformer des agents qu'en plus on a un peu cantonnés dans des actions un peu répétitives et un peu simples en termes d'exécution vers des métiers un peu plus compliqués de communication, de contact avec les habitants, on pense en particulier à tout ce qui est ambassadeur du tri, de recyclage avec donc des nouvelles filières de traitement qui voient le jour, aussi vers de la production d'énergie, puisqu'on va chercher à valoriser les déchets au travers de la production d'énergie. Mais ils ne feront pas le même métier que celui pour lequel ils sont rentrés à 18 ans. Et on a intérêt à anticiper ces évolutions-là, parce que quand on les prend un peu tard, comme on le fait aujourd'hui dans nos métiers, avec des agents qui ont atteint déjà 40 ou 45 ans, en ayant fait 20 ou 30 ans de Reaper, c'est très compliqué de réussir à ramener des gens sur des nouveaux métiers et à les faire se réinvestir dans des nouvelles fonctions. Merci. Merci Sylvain. Je vais vous parler aujourd'hui de l'influence que peut avoir la dématérialisation des processus sur l'ensemble de nos organisations. Le SDITEC, le syndicat informatique, est donc un établissement public qui a 15 ans d'existence et dont l'objectif est de faciliter et de garantir la mise en œuvre des bonnes pratiques réglementaires dans le déploiement de l'administration numérique en Charente. Donc, en fait, on assiste les collectivités adhérentes, les collectivités territoriales de moins de 20 000 habitants, à la mise en place et à l'utilisation de l'ensemble des nouvelles procédures et de l'informatique. Pour vous faire un point sur la dématérialisation, sur les collectivités, je voudrais vous rapporter quelques chiffres d'un sondage qui a été effectué auprès d'élus et d'agents. Donc ce sondage fait ressortir qu'aujourd'hui 35% jugent la dématérialisation comme une opportunité, 64% y voient un gain pour l'environnement, 40% en attendent un gain de temps et 39% estiment faire un gain financier. Le frein principal, reporté par les élus et les agents, est le manque de temps, suivi du besoin en accompagnement. Depuis 2005, on a vu un déploiement et une généralisation d'un ensemble de procédures dématérialisées. Donc de plus en plus, pour tous les agents qui travaillent en collectivité, on a régulièrement des nouvelles procédures à mettre en œuvre en dématérialisé. Quelles sont aujourd'hui l'influence? Quelle est vraiment aujourd'hui l'influence de la dématérialisation dans nos communes, dans nos collectivités? On va avoir déjà une augmentation de l'ingérence des organismes externes, où aujourd'hui, chaque organisme prestataire propose et impose sa propre plateforme avec son propre mode de fonctionnement, ses propres mots de passe, et donc une difficulté pour les agents d'acquérir les compétences sur chacune de ces téléservices. La complexification des usages nécessite forcément pour les agents une montée en compétences, qui en plus de leur métier, pour prendre l'exemple de la comptabilité, doivent aussi avoir une forte compétence en informatique, pour pouvoir répondre et traiter correctement les différents échanges. Toute cette dématérialisation est vraiment prenante de l'informatique, impose obligatoirement une meilleure sécurité, afin d'éviter, comme tout le monde a pu l'entendre, tous les cryptolockers, les pirates, tous les problèmes qu'on peut avoir en ce moment. Et donc, qui dit meilleure sécurité, dit complexité encore accrue pour les utilisateurs. On peut aussi constater que la dématérialisation entraîne une perte du contact direct et une déshumanisation du service. Une perte de contact avec les administrés, qui peut se voir, mais aussi une perte de contact au sein de la collectivité entre les différents services. Dans tous les cas, l'ensemble des procédures augmente chaque année, mois, presque jour parfois, avec la mise en place par exemple de la saisine par voie électronique depuis le 7 novembre, où les administrés peuvent saisir les collectivités par voie électronique, la dématérialisation des factures en 2017, les marchés publics qui seront tous dématérialisés en octobre 2018. Donc on voit que la dématérialisation est vraiment nécessaire pour répondre à l'accroissement des tâches
et diminuer les coûts. Dans tous les cas, la formation et l'information seront la base de la réussite de ce changement et de l'utilisation de cette dématérialisation. Mais ne jamais oublier que malgré tout, le citoyen doit rester au centre de nos préoccupations. Pour terminer, je voudrais vous citer Valérie Peugeot, qui est vice-présidente du Conseil national du numérique d'octobre 2013. Si nous pensons que le numérique n'est pas qu'un enjeu technique et économique, mais participe de la construction d'un projet de société, nous devons faire en sorte que chacun dispose des conditions matérielles et culturelles pour en être non pas un simple utilisateur ou consommateur, mais un citoyen à part entière. Ma mission consiste à conseiller et accompagner les collectivités concernant toutes les questions autour du handicap. Le handicap va regrouper aussi bien des questions sur le recrutement, la formation et les aménagements de postes. C'est pour ça que dans un premier temps, je vais vous faire le bilan de notre année 2016 et dans un deuxième temps, je vous présenterai comment est-ce que les actions menées pour les personnes reconnues travailleurs handicapés peuvent être projetées sur les postes de personnes n'ayant pas de handicap, mais qui peuvent être vus d'un point de vue préventif. Bon, tout le monde sait que le taux légal des travailleurs handicapés est de 6%. Donc un travail a été fait sur le département de la Charente, puisqu'on voit que ce taux a évolué de 2006 à 2014 de 3,97 à 7,11. Donc ça fait quelques années que nous avons dépassé le taux légal. Sur cette année 2016, je travaille en lien avec les médecins de prévention qui m'ont orienté 150 demandes. Sur ces 150, 112 étaient des demandes d'aménagement de poste. Et sur ces 112, 86 ont fait l'objet d'une visite de poste. Les handicaps qui sont concernés, ils sont tous concernés, mais une grosse majorité va être des handicaps moteurs, 106, tout simplement parce que ce sont des handicaps dont l'origine est souvent soit l'usure professionnelle, soit l'âge. Pour nous aider, nous avons donc possibilité de faire appel aux aides financières du FIPHFP, donc le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, qui vont partir aussi bien de l'étude jusqu'à la mise en place de l'aménagement et à des cofinancements sur le matériel. Mais on voit aussi que ça balaye la partie formation et les fonctions de tutorat. Vous avez une enveloppe de 10 000 € pour tout ce qui va être aide technique, 5 000 € pour aider à réaliser des études et 15 000 € d'accessibilité de locaux. Les fonds du FIP ont servi à aménager des postes, mais ces aménagements-là, il est important de dire que tout ce matériel-là est une modernisation des outils de travail et donc vont pouvoir servir en prévention pour les emplois de demain. Souvent, on dit en restauration, il n'est pas possible d'aménager les postes parce qu'on est tout le temps en train de bouger, etc. Un travail a été fait au niveau des cuisines centrales et maintenant, le matériel que vous avez sous les yeux équipe quasiment la totalité des cuisines centrales de Charente. Donc, des réhausses d'évier pour ne pas avoir à plonger dans l'évier pour attraper la vaisselle, tout ce qui va aider à porter les charges, les gastros, pour mettre dans le four pour les gens qui vont avoir des problèmes d'épaule ou de port de charge. Au niveau du poste des ATSEM, là c'est pareil, souvent on se dit un poste d'ATSEM, on ne voit pas comment l'aménager. Et bien souvent les ATSEM vont avoir une contre-indication à travailler en antéflexion, donc penché en avant. Or, les enfants, eux, ont des tables adaptées à eux, donc entre 50 et 60 cm. Donc, elles passent leur journée pliées en deux. Donc, pour la prise des repas, eh bien, des tables en U leur permettent d'être assises au milieu et de ne plus être penchées sur les enfants. Des sièges qui sont des sièges ergonomiques à taille adulte mais à hauteur d'enfant, et ensuite pour tout ce qui va être problème de préhension ou de force dans les mains, des agrafeuses électriques, des ciseaux électriques. Nos agents administratifs ont la pathologie des gens qui sont trop assis, avec des douleurs cervicales, des douleurs dorsales, des douleurs au niveau des épaules, des problèmes de carpien, etc., etc. Donc tout ce qui va éviter le pincement des cervicales quand on utilise le téléphone
téléphone, hein, je pense qu'on l'a tous fait, hein, pincer le téléphone dans le cou et écrire en même temps, et bien tout simplement un casque. Le stéréotype, donc c'est le siège ergonomique, et puis après vous avez tout le matériel encore plus spécifique lorsqu'on a besoin, quand on a un problème d'épaule et qu'on ne peut plus utiliser son bras droit, les souris qui sont ambidextres. Et puis après, des claviers à double main, etc. Voilà. Pour l'entretien des espaces verts, là, je vais juste vous citer un exemple. C'est ce qu'on appelle le réprocicateur ou tête city cut. Vous savez que maintenant, avec Tersen, eh bien, nos agents territoriaux ont retrouvé la binette pour enlever l'herbe, sauf qu'ils sont tout le temps pliés en deux pour arracher cette herbe. Donc maintenant, il existe des systèmes mécanisés pour couper l'herbe et leur permettre d'avoir une posture droite. L'objectif de cette présentation, c'était de montrer que ce qui a été fait pour les travailleurs handicapés, en fait, ce sont les outils de demain pour les agents territoriaux en prévention des risques de maladie. C'est économiser nos agents pour qu'ils durent le plus longtemps possible, puisqu'ils ne prendront pas leur retraite comme les militaires. Il va bien falloir qu'ils travaillent demain jusqu'à 62 ans. Et puis, grâce aussi aux agents qui ont une reconnaissance travailleur handicapé, on peut bénéficier d'études ergonomiques qui permet aussi d'avoir une analyse de l'activité de travail et se dire demain comment travailler autrement pour préserver nos agents. Voilà, je vous remercie. Merci. Je pense qu'on a eu quand même une journée très enrichissante, et qu'il est temps peut-être de clore la journée. Voilà, merci.